Bon, dès que vous avez un exo sur le PHI, vous commencez directement à raisonner par rapport à la formule qu'on vous a donnée. Et à la limite, si au début c'est pas évident pour vous, vous notez ça dans un coin au brouillon dès le début. Ce que je viens de faire encore une fois. Donc si le pH est inférieur au pK, ou au PHI, encore une fois, PHI n'est que vulgairement une moyenne de pKa d'une protéine, vous vous retrouvez avec pH plus petit que pKa, pH moins pKa négatif, 10 puissance moins quelque chose, 0,00 quelque chose, et donc du coup la forme AH prédominante. Il faut que vous ayez ça. Alors après, vous n'aurez plus besoin de faire tout ce calcul-là. Là, vous êtes au début, faites-le à chaque fois, vous habituez, vous n'aurez plus besoin de le faire après. Et donc inversement, quand le pH va être plus grand que le pK, forcément, la forme A- va être prédominante sur la forme AH. Donc maintenant, on se lance dans l'exo. Vous avez ici un acide aminé. Alors, donc on vous donne les pKa partiels. C'est-à-dire donc la question, sous quelle forme se trouve cet acide aminé à son pHi à 9,74? Alors, donc, enfin, de toute façon, la question, même sans refaire toute la structure, la question est toute bête. C'est-à-dire, à son pHi, sous quelle forme va être un acide aminé? Zwitterionique. Je rappelle, zwitterionique, ça ne veut pas dire non chargé. Zwitterionique, c'est chargé. Faites gaffe parce qu'il peut y avoir des QCM là-dessus, du genre, la forme zwitterionique est une forme où l'acide aminé n'est pas chargé. C'est faux, la forme est chargée, mais neutre, puisque les charges se compensent. Donc, en gros, à son pHi de 9,74, si vous voulez, et d'ailleurs, c'est ce que je vous invite vraiment à faire dans le poly, puisque dans le poly, on vous a mis à chaque fois les pKa partiels, et on vous a mis aussi les pHi. Et entraînez-vous pour tous les acides aminés qui ont une chaîne latérale avec un pKa partiel, c'est-à-dire les acides aminés où c'est plus dur de calculer le pHi, entraînez-vous à le faire. Vous avez des questions-réponses qui sont déjà faites dans votre poly. D'accord? Et ensuite, vous voyez par rapport au pHi qui vous est donné dans le tableau, si vous aviez bon ou pas. En gros, je fais comme si je voulais redéterminer le pHi ici. Parce que j'ai eu plein de questions là-dessus, que ce soit en cours ou sur le forum, et c'est vraiment une question qui est simple. Donc, comment je fais? Méthode. J'ai mon échelle de pH, je mets les 3 pKa partiels qu'on me donne ici. Donc c'est tout simple, jusqu'ici, 3,18, 8,95 et 10,53. À partir de là, je vais utiliser ça à fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait mon raisonnement ici, déjà ça, vous pouvez l'apprendre par cœur, sinon. Mais sans l'apprendre par cœur, c'est logique grâce à ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, si vous avez un effort de par cœur à faire, que vous reteniez ça, puisque ça va vous servir ailleurs, ça va vous permettre de retrouver ça, que ça, où vous allez vous dire le jour du concours, ah mais je sais plus dans quel sens c'est. Alors qu'en fait, voilà, retenez juste ça. Et donc à partir de là, ici, vous êtes d'accord que je me retrouve dans un pH, comme pour la focalisation isoélectrique, qu'on a vu juste avant, qui est plus petit que les 3 pHi que je retrouve ici, d'accord? Et donc à partir de là, si mon pH est plus petit que le pKa, que le pHi, la forme protonée est dominante. Donc ici, je prends à chaque fois les 3 formes protonées. Donc la forme protonée du COH, bah, c'est déjà celle-là, COH. La forme protonée du NH2, c'est NH3+. Et la forme protonée du deuxième NH2, c'est NH3+. Ok? Je fais ça pour chacun des pHi. Donc ici, j'ai passé le pHi de ma forme carboxylique. Donc ça veut dire que mes NH3+, de toute façon, ce que j'ai dit avant est toujours vrai. Mon pH est toujours plus petit que les pHi de mes deux formes NH3+. Donc je suis toujours en NH3+. Ça va? Seul truc qui change, c'est mon COH. Cette fois, je me retrouve à un pH, ici, qui est plus grand que mon pKa, que mon pHi. Donc, forme des protonées prédominantes. Donc CO-. Ok?
Et ensuite, je fais ça pour chacune des fonctions par analogie, et donc c'est exactement pareil. Ici, je déprotonne la première fonction NH2, donc je me retrouve avec COO- et NH2, toujours mon NH3+, ici. D'ailleurs, c'est lequel ce NH3+, là, qui reste? Est-ce que c'est celui-là, ou est-ce que c'est celui-là? Celui-là? Non, c'est celui-là, parce que je parle du NH2, NH3+, qui a un pKa partiel de 10,53, c'est-à-dire celui-là. Or, à cet endroit-là, je suis toujours en dessous de 10,53. Je suis toujours dans la configuration où mon pH est plus petit que mon pHi, et donc où la forme protonée est prédominante. Ok? Donc du coup, j'ai toujours un NH3+ ici. Par contre, ici, je déprotonne tout. Inversement, puisque ici, je me retrouve à un pH qui est plus grand que tous les pHi, donc du coup, forme déprotonée prédominante. Comment je retrouve ma fonction, mon pHi là-dedans? Je regarde où est-ce que je retrouve la forme zitérionique. Ici, j'ai un plus, donc je suis algébriquement, donc pas là. Ici, je suis encore chargé positivement, c'est toujours pas là. Par contre, là, les deux formes se compensent. Et donc vous allez voir qu'en faisant 8,95 plus 10,53 divisé par 2, vous allez retrouver le pHi qu'on vous a donné dans la correction. Enfin, même, vous allez retrouver 9,74. Ok? Ensuite. Et donc en dessous, la question c'était sous quelle forme on se retrouve au pHi par rapport aux 4 propositions demandées, donc c'était la D, d'accord? Avec CO-, NH2 et NH3+. Ok? Bon, est-ce que ça va avec les pHi? Si vous voulez, je fais l'exo d'après, mais franchement, c'est bien détaillé, et puis je vais faire exactement la même chose que ça avec un autre exemple. Donc, qui n'a pas compris encore? Bon, si jamais il en reste plus qu'un ou deux, si vous voulez, vous venez nous voir à la fin et je vous réexpliquerai. Mais je pense que je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. L'exo que vous aviez à faire ensuite, c'était juste la roue l'hélice alpha, le modèle hélicoïdal. Sachant que là, au passage, on va vous donner la correction de la spectro de masse que vous avez dans l'exo 2. Donc faites-le chez vous. Parce qu'on ne pourra pas, je pense pas qu'on pourra le corriger la prochaine fois. De toute façon, vous avez déjà la correction, donc ça ne sert pas à grand-chose. Donc la roue hélicoïdale, c'est toujours le même principe. Je vous rappelle, c'est juste le fait qu'on regarde l'hélice alpha par au-dessus ou par en dessous. Du coup, en fait, on a les chaînes latérales. Bon, là, elle n'est pas très symétrique, la mienne, mais c'est pas très grave. Je ne vais pas réécrire la séquence, de toute façon vous allez avoir la correction, mais en gros, comment on fait? Ce qu'on vous a dit, c'est qu'un tour, ça vous le savez depuis assez longtemps, ça fait 360 degrés. On vous a dit, et ça c'est le chiffre à retenir des petits chiffres chiants de ce cours-là, c'est qu'il y a 3,6 résidus, donc 3,6 acides aminés par tour. Donc 360 degrés divisé par 3,6, ça veut dire qu'on va retrouver dans ce modèle-là un acide aminé tous les 100 degrés. 100 degrés, vous avez plusieurs moyens pour le voir. Donc je vous rappelle que c'est un angle qui va être fait entre ça et quelque chose par là. Cet angle-là. C'est soit midi 20, soit vous faites 90 degrés et vous prenez un peu plus, soit, ici vous avez 100 degrés, soit la méthode qu'en fait vous allez faire tout le temps, c'est que si vous voyez qu'il y a vraiment 18 acides aminés autour, vous prenez le 5e, le 10e, le 15e, le 20e, et en fait vous tournez comme ça, etc. Et donc c'est comme ça que vous allez reconstituer votre séquence au final. C'est-à-dire que l'histoire du 360 degrés du 3,6 c'est le calcul de base, et ensuite, en fait, vu le modèle, vous retrouvez la séquence primaire en prenant un acide aminé tous les 5, donc I plus 5, I plus 10. Donc voilà pour la partie protéine et la partie exo. On va juste faire, il reste 5 minutes, je commence tout doucement le cours de biologie moléculaire pour vous présenter des notions que vous allez revoir. Je vais peut-être faire que 2 diapos ou un truc comme ça, mais c'est vraiment des notions de base qui ne sont pas revues ensuite par vos professeurs, et donc c'est des notions de base qu'on veut que vous ayez en pré-entrée. Au passage, je vous annonce que ce poly est fait de telle manière que la suite, vous êtes censé pouvoir la lire tout seul chez vous. Vous n'avez pas besoin de nous en théorie pour ce poly. Nous, on va essayer de vous apporter des valeurs ajoutées par rapport à tout ça, mais en théorie, vous êtes capable de lire tout seul. On a fait un truc qui est très développé uniquement pour ça. Donc là, je commence les 2 premières diapos, mais n'hésitez pas à essayer de commencer à lire la suite du poly pour la prochaine fois. Sachant que vous n'avez pas d'exo à faire pour le prochain cours de bioche, donc vous pouvez lire le poly. Donc ici, ça c'est
kit de survie de chimie organique qu'on vous a mis, donc c'est vrai, à la fin du poly, encore une fois, je me répète, vous avez un vrai truc qui réexplique les liaisons hydrogènes, qui réexplique bien, qu'on ne va pas vous faire en cours, c'est juste pour vous, et là vous avez un petit truc qui peut vous servir pour vos cours. Donc ce que j'aimerais que vous reteniez juste pour aujourd'hui, c'est la structure de base de l'ADN. C'est-à-dire que, à terme, il va falloir que vous connaissiez ce type de diapo par cœur. Pour l'instant, c'est pas complètement nécessaire, on va dire, mais c'est vraiment mieux pour votre compréhension personnelle. Pour la première entrée, ne commencez pas à apprendre les bases par cœur. Les bases, c'est un peu l'équivalent des acides aminés pour la partie protéine. C'est-à-dire que c'est l'alphabet de l'ADN, d'accord? Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de connaître par cœur la structure de l'alphabet de l'ADN, puisque derrière, quand on va avoir des mutations qui vont toucher à la structure de l'ADN, ça va toucher forcément à la structure de ces bases, notamment. Pour l'instant, il n'est vraiment pas important que vous connaissiez par cœur la formule de ces bases, on vous les a juste représentées ici. Ce qui est plus important par contre, c'est que vous compreniez bien le fait que la biologie moléculaire, la structure de l'ADN, c'est un jeu de Lego. Et donc, en gros, un nucléotide, qui est la structure de base de l'ADN, va être composé de trois choses. Un ribose ou un désoxyribose. Okay, ADN, le D c'est pour désoxy, le R de ARN c'est pour ribose. Et en fait, la différence entre les deux est juste due à un OH ici qui disparaît entre les deux. Mine de rien, comme ça, on se dit, ouais, ok, c'est juste un atome d'oxygène. Mais en fait, vous allez voir quand vous ferez la chimie organe que cet atome d'oxygène apporte des propriétés à l'ARN qui sont phénoménales. C'est-à-dire qu'en gros, l'ADN va être un peu la bibliothèque. C'est là où l'information est, et l'information ne doit pas bouger. Et donc, du coup, vous allez voir que l'hélice d'ADN est fait un peu comme un coffre-fort. C'est-à-dire qu'on peut y rentrer de temps en temps pour prendre une information, pour aller faire de l'ARN, de la traduction, de la transcription, mais globalement, la structure est faite de telle manière à ce que ce soit stable. Et d'ailleurs, au passage, j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps, et apparemment, il y a des scientifiques qui s'éclatent et qui ont pour but d'essayer de retranscrire certains ouvrages ultra importants du monde en ADN. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est tellement stable que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est transcrire, enfin, ils ont vraiment du temps à perdre, hein, mais ils veulent transcrire des bouquins en codage informatique, en 0, 1, etc. Et ces 0, 1, les coder eux-mêmes par le code génétique. Et ensuite, ce qui fait que, imaginons que le monde explose, mais que cet ADN existe, et ben, plus tard, et ben, on pourra, en lisant cet ADN, reconstituer la séquence de base. Donc ça, c'est juste pour vous introduire le fait que l'ADN est ultra stable. Et vraiment, ça peut tenir des milliers d'années. On a réussi à reprendre de l'ADN sur des dinosaures un peu difficilement, mais sur les premiers hommes, etc. Donc, et tout ça, mine de rien, donc là je vous ai dit juste avant, pas grand chose à un atome d'oxygène, mais en fait, si jamais l'ADN avait cet atome d'oxygène à cet endroit-là, il serait beaucoup moins stable. Et donc en fait, voilà, il faut vraiment que vous reteniez cet aspect, que l'ADN est désoxyribose à cet endroit-là, et que l'ARN a cette OH. Ensuite, deuxième truc, c'est qu'on va faire un jeu de Lego. Le ribose, ou le désoxyribose, c'est le Lego de base. Au-dessus, on va lui ajouter un phosphate. Donc ça, c'est juste un groupement comme ça qui va en fait nous servir à relier les différents nucléotides entre eux. Si vous aviez la liaison peptidique qui liait les acides aminés entre eux, cette fois, vous avez le phosphate qui permet de lier les nucléotides entre eux. Ensuite, vous avez l'information elle-même, c'est-à-dire qu'ici, vous avez la base, la liaison et l'information. L'information, elle est tenue par la base, c'est-à-dire que ici, vous voyez que la structure veut dire quelque chose cette fois. On va lire des codons 3 par 3, on va pouvoir retranscrire du coup en code acide aminé et c'est ça qui va vous dire quelque chose. Et donc je vous montre juste comment on assemble tout ça ensemble, parce que pour le coup, je ne veux pas que vous appreniez par cœur les bases et la structure des bases, ça ne sert à rien. Par contre, non mais en pré-entrée, ça ne sert à rien. Ensuite, par contre, ça vous devez être capable de le faire, c'est-à-dire savoir réécrire, je finis dans 2 minutes, ça ne sert à rien de siffler. Vous devez être capable de réécrire la formule du ribose, savoir mettre une petite base, donc là vous faites un rond, d'accord? Ça ne sert à rien de savoir refaire la structure de la base, et par contre le phosphate. C'est-à-dire que ça, vous devez être capable de me réécrire ça pour le test de pré-entrée. C'est-à-dire connaître par cœur la structure du ribose, savoir où est-ce qu'il y a un H, où est-ce qu'il y a un OH ou pas, savoir le numéroter, parce que vous allez voir que les primes sont vachement importants pour la suite du cours, et savoir où va se mettre le phosphate, où va se mettre la base azotée. Pour l'instant, pour le prochain cours, je veux que vous soyez capable déjà de faire ça. Vous allez voir qu'après, ça se complexifie un petit peu. D'accord? Sachant que tout ça, c'est des informations qui vont être ultra utiles pour la suite. Voilà, donc c'est ça votre devoir pour la semaine prochaine, c'est apprendre ça et relire le cours, comme ça passera mieux. Ok? Bon courage!